bonjour à tous. On est du coup en direct. Bonjour David, bonjour Mathieu. Bonjour Philippine. Bonjour à tous Salut nos Mathieu. participants qui se connectent au fur et à mesure. Merci à tous pour votre ponctualité. Donc voilà, on est ensemble pour 45 minutes environ. Donc bienvenue à cet événement co-organisé par Zest et 360 Learning. Donc je suis Philippine, je travaille dans l'équipe marketing de 360 Learning et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui David et Mathieu qui vont se présenter dans un instant. Voilà, donc en attendant que tout le monde nous rejoigne, je vais faire un petit tour rapide des outils que vous avez à disposition sur cette plateforme de webinar. Donc à droite, vous avez le chat donc pour vous présenter, pour interagir en direct. Donc n'hésitez pas à nous dire votre poste, d'où vous venez. Voilà, c'est toujours sympa de voir un petit peu qui nous suit sur ces webinaires. Voilà, donc n'hésitez pas à vous présenter. À gauche de ce chat, vous avez une boîte à questions. Donc cette boîte à questions est vraiment dédiée à toutes les questions que vous aurez pendant cette présentation. Donc n'hésitez pas à nous envoyer vos interrogations et on y répondra d'ici une trentaine de minutes. On prendra le temps de prendre chaque question. Voilà, donc cette boîte à questions, j'insiste, elle est vraiment dédiée à ça. Et le chat, c'est plutôt pour les interactions en direct. Vous pouvez aussi, sur la fenêtre de présentation, là où vous voyez les slides, vous pouvez réagir en direct avec des petits emojis en fonction de ce que vous entendez. Voilà, donc c'est à peu près tout pour les outils. On est ensemble pendant, donc, comme je le disais, à peu près 45 minutes. Et vous aurez évidemment le lien du replay qui vous sera envoyé par email à la fin. Donc si jamais vous devez nous quitter avant, ne vous en faites pas, on vous enverra le replay. Voilà, donc pour tous les participants qui nous rejoignent maintenant, n'hésitez pas à vous présenter. Bonjour à tous. Super. Voilà, sans plus attendre, je vais laisser David se présenter. Il passera la main à Mathieu juste après. Merci Philippine, je suis très content d'être avec toi et avec Mathieu ce matin, et bien sûr avec ceux qui nous écoutent. C'est un moment un peu sympa parce que c'est la première fois qu'on fait un webinaire ensemble et ça marque un moment alors, historique pour nous en tout cas, de ce partenariat. Donc et en plus le sujet, on l'adore chez Zest. Zest, c'est une plateforme technologique web et mobile pour augmenter la performance humaine des entreprises, en commençant par écouter les collaborateurs, par déployer des bonnes pratiques managériales, des rituels collaboratifs pour notamment améliorer les compétences. Et on a 300 clients et on est très content d'être à vos côtés. Et de mon côté, Mathieu Sabadi, bonjour à toutes et à tous. Ravi aussi de pouvoir faire ce webinaire avec vous aujourd'hui. Je suis Key Account Manager chez 360 Learning depuis un peu plus de 3 ans maintenant. Et pour répondre à ce que tu disais, David, c'est aussi un moment historique pour nous, hein. C'est la première et ce partenariat, ce rapporteur, on a des outils qui sont très cohérents les uns avec les autres. 360 Learning, on est une plateforme de LMS, LXP également, propre. On a créé le mouvement de l'apprentissage collaboratif il y a quelques années. Et aujourd'hui, on travaille avec presque 2000 clients et on est un peu plus de 450 dans le monde. Et je vais relaisser la main à Philippine, je crois, qui prend la suite. Oui, tout à fait. Merci beaucoup Mathieu et David pour cette intro. Donc aujourd'hui, trois temps majeurs qui vont nous intéresser et qui vont être détaillés par David et Mathieu. Donc tout d'abord, comment identifier les bons besoins de formation. On va s'interroger là-dessus au tout début. Ensuite, comment accélérer le développement des compétences. Et enfin, comment on mesure cet impact pour avoir une démarche d'amélioration continue dans sa stratégie de formation et de gestion des ressources humaines. Mathieu, je te laisse prendre la suite. Pour nous expliquer un petit peu pourquoi notre constat en tout cas côté 360. Avec grand plaisir. Alors pour commencer cette présentation, une statistique qui est assez parlante et pour le moins importante également, c'est qu'aujourd'hui on a 67% des collaborateurs dans les entreprises qui ne disposent pas des connaissances et surtout des compétences nécessaires pour pouvoir réussir sereinement leur mobilité interne. Et ça nous amène à une problématique qui est extrêmement importante et qui est surtout le plus gros défi aujourd'hui pour les professionnels de la formation, c'est la demande en compétences. Le constat, il est assez simple. Les collaborateurs aujourd'hui veulent savoir où ils en sont. Ils veulent savoir quelles sont les compétences qu'ils vont devoir améliorer pour mieux faire leur travail aujourd'hui, mais aussi pour évoluer au sein de votre structure. Et pour mettre en exergue tout cela, on a fait une étude fin 2023 avec 360 Learning. On a mené 7 enquêtes sur à peu près 3600 apprenants.
Et on a constaté la statistique que vous voyez ici, que beaucoup d'apprenants n'ont pas les compétences nécessaires pour pouvoir réussir leur transition en interne. Et ça nous amène à deux problématiques principales. La première, c'est que les besoins de développement, c'est des besoins qui vont permettre de tirer vers le haut à la fois vos collaborateurs, mais aussi l'entreprise au sens global. Et pour ça, les besoins de formation doivent être personnalisés à plusieurs niveaux, pour le collaborateur évidemment, pour une famille de métiers donnés, mais aussi pour l'entreprise pour pouvoir servir ses objectifs stratégiques plus globaux. Et enfin, c'est un enjeu extrêmement important aujourd'hui pour les entreprises pour satisfaire les collaborateurs, avec in fine la volonté évidemment de pouvoir les fidéliser. Le simple fait d'impliquer vos collaborateurs dans le processus de recueil des besoins de formation, le simple fait de leur demander leur avis, c'est quelque chose qui est extrêmement responsabilisant et surtout extrêmement engageant pour eux. Et d'ailleurs, David, tu vas en reparler un peu tout à l'heure. Maintenant, la question qu'on va se poser... Alors, je vais peut-être juste rebondir, Mathieu, si tu me le permets, sur cette statistique qui en fait fait superbement écho aux informations que nous, on a, puisqu'on sonde nos clients, hein, comme je l'évoquais, enfin les collaborateurs de nos clients pour mesurer l'engagement et l'expérience collaborateur. Et on a un modèle qui s'appelle Langagemètre, qui est utilisé par plusieurs centaines d'entreprises depuis 5 ans. Et systématiquement, le levier d'engagement qui est le moins bien noté sur l'ensemble de nos échantillons de clients, c'est le soutien au développement, donc à la carrière. Donc, c'est là où il y a le plus d'insatisfaction par rapport aux autres éléments de l'expérience collaborateur. Et l'autre élément que je peux compléter, c'est sur l'élément de lien avec la rétention collaborateur. C'est-à-dire que clairement, l'insatisfaction, la forte insatisfaction sur le développement des compétences, qui est aussi le développement de son employabilité, hein, dit autrement aussi, eh bien, a une corrélation assez directe sur la rétention et donc sur le risque de départ. Donc, on confirme complètement ce que tu dis, et c'est important de le voir effectivement globalement pour la mobilité interne, mais aussi pour la rétention des collaborateurs et l'engagement. Je n'aurais pas mieux dit. Merci David. Alors pour continuer sur tout ça, un point clé, il est très souvent hyper important, essentiel même de cibler les formations que vos collaborateurs doivent avoir sur les bons domaines. Pour ça, on en parlait plusieurs fois, il va falloir analyser les besoins de formation pour mettre en évidence surtout les domaines sur lesquels vos équipes vont pas avoir besoin d'être formés. Donc ici, on va s'intéresser à quand et surtout comment on peut faire remonter les besoins de formation. Et je vais laisser la main à David pour cette slide. Oui, parce qu'en fait, le besoin de formation, il faut certainement pas, pour un peu entamer nos échanges, le prendre sous un angle, on va dire, trop procédural et trop réglementaire. C'est avant tout une collaboration pour apporter une réponse qui est de quoi ont besoin nos collaborateurs dans notre entreprise, au titre individuel ou collectif, en termes de développement de compétences. Et c'est vrai qu'il y a plusieurs acteurs qui vont être partie prenante de cette collaboration, hein, avec des processus qui vont avoir plutôt une dimension top-down, notamment liée à la stratégie ou liée à une analyse, on va dire, assez quantitative des compétences disponibles et des compétences nécessaires dans le futur. Hein. On parle de workforce planning, management, par exemple. On parle de GPEC dans ce cas-là, donc qui vont après être cascadés jusqu'au niveau du collaborateur pour l'exécution. Donc, mais le besoin est défini, on va dire, de manière globale ou en haut, en top-down. Et puis, il y a bien entendu la réalité du terrain qui va être plus centrée sur le présent, hein, sur l'opérationnel, qui va être une remontée qui est bien entendu connectée au terrain et donc venant du collaborateur et ou du manager. Et c'est cette collaboration entre le futur, le présent et le top-down, le bottom-up, eh bien, qui est finalement le challenge aussi dans les organisations pour faire en sorte qu'il y ait cette fluidité d'identification des bons besoins de formation pour apporter les bonnes réponses de formation. Et c'est ça qu'on va notamment discuter maintenant. Merci beaucoup, David. Justement, pour sonder un petit peu notre auditoire aujourd'hui, on avait une question à poser pour voir un petit peu où vous en êtes dans le recueil des besoins de formation. Donc la question là, c'est de savoir quand est-ce que vous faites justement remonter ces besoins de formation. Donc voilà, pour tous nos participants, je vous invite à voter directement sur l'option qui vous correspond. Donc vous pouvez voter en cliquant sur l'écran. Donc c'est en cliquant que vous allez pouvoir ajouter votre vote. Donc n'hésitez pas à le faire. Voilà, quand est-ce que vous faites le recueil des besoins de formation?
Est-ce que c'est à chaque trimestre? Est-ce que c'est pendant les entretiens annuels? En continu via un outil dédié? Voilà, est-ce que vous n'avez pas de dispositif en place pour l'instant, ou même une autre fréquence? Donc pour ça, vous pouvez nous le dire directement dans le chat. Ça nous permettra aussi d'avoir un petit peu plus de visibilité sur votre façon de procéder. Voilà, je vais attendre encore quelques secondes. Je vois que quasiment la moitié des participants ont voté. Hop. Donc n'hésitez pas à voter en cliquant directement sur l'une des options, directement sur les slides. Voilà, on est bientôt à la moitié des participants. Donc voilà, n'hésitez pas. Super. On va afficher du coup les résultats et je vais vous laisser commenter David et Mathieu. Donc, visiblement, la majorité recueille les besoins de formation directement pendant les entretiens annuels. C'est intéressant. Alors, c'est pas une surprise, j'ai envie de dire, en tout cas de mon côté. Je sais pas, Mathieu, pour toi? Pas une surprise non plus. Par contre, je suis surpris du nombre de participants qui déjà le font en continu via des outils dédiés, ce qui est, à notre sens, en tout cas, et je pense que David, tu es d'accord avec moi là-dessus, la bonne manière de faire pour avoir un recueil un peu plus objectif et surtout en continu, donc plus actualisé. Alors, je dirais, tu as raison, et en même temps, il faut aussi créer des cycles un peu, enfin des rituels, on va dire, un peu bornés dans le temps, pour faciliter justement et un peu événementialiser cette collecte et cette analyse des besoins de formation. Donc c'est un peu un mode hybride en fait qu'il faut avoir. Le fil de l'eau est indispensable pour répondre à des urgences, à des besoins, parce que voilà, on sait que ça peut être assez fluctuant dans nos entreprises et par rapport aussi à une situation professionnelle d'un collaborateur ou d'une équipe. Et puis pour le faire à l'échelle de l'entreprise, faut aussi avoir des cycles. Et là, la difficulté, c'est que les entretiens annuels, c'est un peu long. Faut attendre. Bon, déjà, entretien annuel, c'est pas les entretiens professionnels, donc c'est déjà pas mal. C'est plus fréquent, c'est une fois par an. Nous, chez ZES, je le partageais on le fait par semestre. Voilà, tous les semestres, on a un point carrière qui traite notamment des besoins de formation. Super. Merci beaucoup à tous les deux. Je te laisse enchaîner, Mathieu. Alors, avant de parler des besoins de formation, du coup, on va un peu rembobiner. La question qu'on va se poser ici, c'est que avant d'identifier des besoins de formation, il est clé en fait de pouvoir faire un état des lieux des compétences que vous avez en interne et surtout des différentiels de compétences. Et pour ça, chez 360 Learning, mais de manière générale, on a 4 étapes qui prévalent. La première, c'est anticiper les changements auxquels l'entreprise va devoir se préparer. Ces changements vont pouvoir être externes, ça peut être des évolutions économiques, commerciales, financières, juridiques et tant d'autres, mais aussi pourquoi pas des évolutions internes, des changements dans la stratégie de l'entreprise, une nouvelle politique commerciale, de nouveaux investissements dans du matériel par exemple. Tout ça, c'est des éléments qu'il faut prendre en compte dans le moment où on va identifier justement les compétences pour pouvoir derrière mieux gérer les processus de recueil et de réponse aux besoins de formation. La deuxième étape, c'est impliquer davantage les directions métiers. Le but ici, ça va être de pouvoir élaborer des plans de communication en interne pour mobiliser à la fois la direction générale, mais également les directions métiers autour de ce projet d'identification des compétences. Pourquoi? La raison, elle est assez simple, c'est que les directions métiers, ce sont elles qui sont au plus proche du terrain, et les équipes sur le terrain ont souvent leur propre idée, leur propre prérogative finalement sur les compétences sur lesquelles ils doivent se focaliser pour pouvoir gagner en efficacité, mieux performer aujourd'hui, mais aussi mieux performer demain. Et la meilleure manière de remonter tous ces éléments-là, c'est de leur demander leur avis, ce qui est extrêmement important dans ce processus-là. Le troisième pilier, c'est la collaboration. Vous l'avez compris, c'est d'ailleurs le titre du webinaire sur le management et sur l'apprentissage. Mais le principe ici était très simple, c'est qu'on a des équipes qui ont des enjeux qui leur sont propres. Ils ont des temps de formation disponibles qui sont différents, ils ont des accès différents aux outils digitaux, ils ont différents experts internes, et donc on a des situations qui sont extrêmement variées en fonction de vos collaborateurs, des départements auxquels ils appartiennent. Et pour pouvoir bien cadrer tout cela, le mieux c'est de organiser des sessions de feedback, des discussions finalement avec les directions impliquées pour comprendre comment elles vont percevoir ces enjeux de formation et de collaboration autour de la formation et du management. Et enfin, le dernier point, c'est lister les compétences nécessaires pour
bien performer aujourd'hui et aussi pour s'adapter aux évolutions de demain, qu'elles soient technologiques, juridiques et autres, comme on l'a vu tout à l'heure. Une fois qu'on a récupéré tous ces retours-là, on va pouvoir lister l'ensemble des compétences, des talents et surtout des métiers qui sont nécessaires à l'atteinte des objectifs finalement stratégiques globaux de votre entreprise. Donc ça, c'est pour la partie identification des compétences. Et une fois qu'on a identifié les compétences, il va falloir auditer ces compétences, mais aussi les ressources et les talents mobilisables pour répondre aux éventuels différentiels de compétences que l'on va identifier. Là encore, 4 étapes, on a bien fonctionné par 4 chez 360 Learning. La première, c'est mesurer les besoins individuels de vos salariés. Pour ça, on peut soit utiliser des outils que vous utilisez déjà, soit des outils comme 360 Learning ou comme Zest pour pouvoir faire remonter les besoins de formation. La question à se poser, c'est mais de quoi ont besoin mes collaborateurs? Et là-dessus, de l'expérience qu'on a chez 360 Learning, il y a 3 thématiques clés. La première, c'est des apprentissages directs en lien avec les défis professionnels de vos collaborateurs. On doit avoir des formations qui sont disponibles au bon moment, au bon endroit, pour qu'on ait un impact rapide sur la performance finalement de vos apprenants. Et c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le learning in the flow of work, pour reprendre un magnifique anglicisme qui est très à la mode et pourtant très important aujourd'hui. Deuxième point important pour ce dont ont besoin les collaborateurs, c'est de la motivation pour pouvoir se former en continu. Le constat, il est assez simple. Ce n'est pas parce qu'on a besoin d'une formation qu'on a envie de la suivre. Et je suis certain que toutes les personnes ici ont déjà rencontré cette problématique au moins une fois. Pour motiver les apprenants, il faut simplement les valoriser et aussi rendre l'expérience de formation plus ludique par le biais de fonctionnalités de gamification comme des challenges, des badges, des systèmes de récompenses par exemple. Et le troisième point est peut-être le plus important pour pouvoir engager vos collaborateurs dans la formation, c'est les interactions humaines. Bien connu, on apprend toujours mieux quand on est ensemble, entre pairs finalement. Et un des grands défis de la formation digitale, mais aussi sur tous les autres processus que vous pouvez avoir en entreprise, c'est de recréer les conditions d'émulation qu'on rencontre en présentiel pour rendre la formation collaborative et surtout donc engageante. C'est ce qu'on essaye de faire chez 360 Learning depuis une dizaine d'années avec le mouvement de l'apprentissage collaboratif, avec des forums de discussion sur plusieurs échelles, avec des réactions que vos apprenants peuvent laisser finalement sur l'outil pour les rendre acteurs de leur processus de formation. Ensuite, le deuxième point pour auditer les compétences, c'est comprendre ce qui se passe si les équipes contre-performent et ce que ça veut dire pour vous, une équipe qui contre-performe. Là encore, on a un constat assez simple et je suis persuadé que c'est quelque chose qui est hyper important pour vous aussi. Un individu, souvent, peut être satisfait de son niveau de performance sans pour autant que l'équipe atteigne effectivement ses objectifs. Pour ça, la façon dont on voit les choses, c'est d'avoir des échanges directs entre les directions métiers et vous-même pour mettre en évidence les gaps entre les objectifs de performance et la performance effective de vos collaborateurs. Pour prendre un exemple très concret, les équipes commerciales atteignent-elles leurs objectifs commerciaux ou bien les équipes logistiques peuvent-elles s'adapter facilement aux aléas. Ensuite, le troisième point, c'est identifier ces champions. Les champions, c'est des experts métiers qui adorent partager leurs connaissances au plus grand nombre. Souvent, on se focalise sur les managers et donc on oublie d'identifier la majorité des experts internes. C'est donc hyper important de prendre un peu plus de recul et de voir la chose d'une manière un peu plus large pour identifier les bons experts métiers qui vont partager d'une manière efficace leur savoir. Et le dernier point, pour auditer les compétences, c'est aussi auditer les parcours professionnels qui sont déjà disponibles en interne. Pour répondre à l'obsolescence des savoirs, et aujourd'hui on est dans un monde où les compétences évoluent très vite, il y en a des nouvelles qui apparaissent toutes les semaines, tous les mois. Pour répondre à ça, le but c'est de pouvoir former en continu toutes vos équipes. C'est aujourd'hui qu'il faut former vos collaborateurs à assumer les responsabilités qu'ils auront demain. Et c'est encore plus important dans un contexte de guerre des talents où la question est cruciale pour pouvoir retenir vos collaborateurs. Il est toujours plus simple d'accompagner un employé dans sa montée en compétences que d'aller recruter quelqu'un en externe. Et ça, c'est quelque chose que l'on propose chez 360 Learning avec notre solution Skills, notre solution compétences qui est dédiée finalement à ces logiques de montée en compétences et d'accompagnement par ce qu'on appelle le Skills-Based Learning, l'apprentissage basé sur les compétences.
Maintenant qu'on a audité les compétences des apprenants, il va falloir encourager les apprenants à déclarer des besoins de formation. Ça aussi, c'est quelque chose de clé, puisque souvent vos apprenants vont être peut-être un peu réluctants à partager leurs besoins de formation. Et pour contrecarrer cette problématique, chez 360 Learning, on a une valeur clé, c'est de faire de la formation quelque chose d'extrêmement spontané, un réflexe, une habitude pour vos apprenants. Et pour créer cette habitude et ces réflexes, il faut mettre en avant la valeur ajoutée des solutions de formation que vous proposez via des communications régulières. Il faut également pousser les bons contenus au bon moment au quotidien en s'appuyant sur des outils que vous utilisez déjà comme Teams, Trello, Slack et j'en passe, ou bien des plateformes dédiées comme 360 Learning. Et le dernier point, c'est de développer la formation en continu et surtout valoriser la montée en compétences progressive de vos collaborateurs. On doit, dans cette vision-là, avoir des formations qui sont toujours à jour, toujours impactantes pour éviter que le collaborateur sorte du cadre de l'entreprise pour aller se former via des formations tierces externes qui n'ont pas toujours le niveau de qualité requis pour une progression efficace. Et donc, pour mesurer la montée en compétences de tous chez 360 Learning, on va avoir un outil de déclaration des besoins de formation qui est lui aussi par essence collaboratif. Le principe, il est assez simple et vous le voyez sur la capture d'écran sur la slide ici, c'est que chaque apprenant va pouvoir partager auprès de sa communauté ses besoins de formation. Il va également accéder à une interface dans laquelle il va pouvoir voter pour les besoins de formation partagés par ses pairs et qu'il partage aussi pour que vous puissiez vous arbitrer sur les besoins de formation dans votre plan de formation. Et surtout, il va pouvoir se porter volontaire pour répondre aux besoins de formation de ses pairs, de ses collègues. Là, le but, c'est de pouvoir identifier vos experts internes et derrière, d'utiliser l'outil auteur collaboratif de 360 Learning pour co-créer vos formations entre équipes métiers et équipes formation. Vous l'avez compris, le but ici, c'est de décentraliser le processus de réponse aux besoins de formation en créant des formations qui sont plus impactantes puisque créées par et pour le terrain. Et je laisse la place à David pour la suite de cette... on le voit à 360 Learning, vous êtes vraiment à faire du collaboratif entre apprenants dans cette communauté qui est vivante, on va dire, dans la plateforme 360. Zez va compléter ce dispositif collaboratif pour les besoins de formation avec des rituels managériaux. Et bien entendu, il y a besoin, dans la discussion managériale, de pouvoir faire du fil de l'eau. Et comme je disais tout à l'heure, c'est important aussi d'avoir une ritualisation par rapport en particulier à des entretiens managériaux qui peuvent être dans certaines entreprises que annuels, d'autres semestriels, voire plus réguliers. Et dans Zest, on va structurer ce rituel pour qu'il y ait une collaboration finalement à 3 étages. Le collaborateur va pouvoir éventuellement déclarer des besoins qui peuvent être plus ou moins poussés d'ailleurs ou guidés, notamment par du chargement de compétences qui va se faire en fonction de son métier, par exemple, pour pouvoir l'aiguiller dans le périmètre des choses qu'il doit développer. Et puis, le manager va avoir ce feedback du collaborateur dans l'entretien, va pouvoir lui faire prendre une position hors sujet, intéressant, on en parle, validé parce que c'est évident, etc. Et à son niveau, et puis bien entendu, ça va monter après au niveau formation pour pouvoir éventuellement valider de la partie budgétaire ou la partie organisation. Donc ça, c'est vraiment ce côté gestion individuelle qui doit être facilité, qui doit être collaboratif. L'autre point important, c'est le traitement collectif, comme on l'évoquait tout à l'heure. Alors, il y a la GPEC, il y a le Workforce Planning, mais c'est vraiment au niveau organisationnel. Ce qu'on on promeut pour être, on va dire, apporter de la valeur ajoutée dans cette chaîne, c'est le moment clé de la revue du personnel ou, plus moderne, la People Review, puisque là, on va avoir un sérail, on va dire, collaboratif qui va être fait de managers et de RH qui vont regarder une population de collaborateurs, par exemple les directeurs d'une région des magasins dans le retail, par exemple, et ils vont se poser des questions, justement, pas que développement des compétences, mais aussi développement des compétences dans une logique de carrière sur des postes clés un peu stratégiques, par exemple. Donc tout ceci complète effectivement le dispositif et la mise en place du manager comme un chaînon clé dans le recueil et le travail, la définition des futures formations grâce aux besoins de formation. On va passer à la deuxième partie.
On y va sur la deuxième partie qui est comment accélérer le développement des compétences, toujours grâce au collaboratif. David, je te laisse la main peut-être pour expliquer la formation descendante, que je pense que tout le monde connaît déjà ici. Oui, je pense que comme on est un petit peu, on va dire, voilà, contraint par le temps et qu'on veut vraiment nous permettre d'avoir un échange avec nous, donc n'hésitez pas à poser les questions, hein, comme vous l'a précisé Philippine. Mais c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure sur le top-down, bottom-up et sur l'aspect présent, opérationnel versus plus stratégique, un peu plus sur le futur. Et ça va, c'est clair qu'il y a quand même un rééquilibrage, on va dire, au minimum, en disant l'approche descendante, ça suffit pas. Voilà, c'est clairement frustrant souvent par rapport à la perception que peuvent en avoir les managers, les collaborateurs. C'est important de le faire sur des choses qui sont importantes, évidentes. Et puis, il faut aussi, comme on l'a vu jusqu'à présent, mettre en place du collaboratif avec des acteurs comme des experts métiers, par exemple. Dans le retail, on voit beaucoup des experts par type d'activité dans les rayons, par exemple, qui vont savoir, parce que ce sont les sachants sur le bien faire, et bien développer des besoins et des réponses sur ces besoins. Voilà, donc c'est ce dispositif hybride qui aussi, dont vous êtes les architectes, vous, en tant que RH, responsable formation, ou qui accompagnez cette fonction. Je ne saurais pas mieux résumer la chose. Et sur la partie apprentissage collaboratif, vous l'avez compris aussi, hein, je pense que le plus important, c'est de pouvoir faire contribuer vos experts internes, et ça va servir divers intérêts. Mieux engager l'ensemble des collaborateurs dans leur formation. C'est des choses qui sont souvent plus impactantes quand c'est créé par et pour le terrain. Deuxièmement, ça va permettre aussi de retenir vos meilleurs talents finalement, puisque on va les valoriser en leur permettant de partager leur expertise, et par le biais de tout autre dispositif également que l'on va pouvoir mettre en place. On va avancer rapidement et on va passer cette slide pour rester dans les temps. Peut-être un rapide brief également sur les académies, qui sont une des dimensions de l'apprentissage collaboratif, qui vont permettre de devenir un levier d'engagement également pour vos apprenants, mais aussi de manière générale pour tous vos experts métiers, dans la logique de partage du savoir qui nous est cher, comme vous l'aurez compris. Avec les académies, le but, c'est de créer une culture de l'apprentissage en ayant une gestion proactive de vos communautés d'apprentissage. Les communautés d'apprentissage, c'est des communautés de savoir dans lesquelles on peut avoir des personnes qui appartiennent à un même département, ou alors ça peut être des communautés qui sont transverses également. Et c'est extrêmement important pour pouvoir créer des passerelles de savoir et pour pouvoir permettre à chacun d'avoir les bonnes compétences au bon moment dans le vocabulaire de votre entreprise et par rapport à votre contexte à vous. Les académies, par exemple, peuvent être créées par typologie. Pour vous donner peut-être deux exemples concrets, un de nos clients, Intersport en l'occurrence, a créé des communautés de merchandising. Un autre de nos clients, Zadig et Voltaire, a créé des communautés par pays. Et des exemples de cette sorte, il y en a des dizaines et des dizaines. Et le but, c'est de trouver le bon schéma pour vous, celui qui va le mieux engager vos apprenants, tout en servant du mieux possible vos objectifs stratégiques globaux en tant qu'entreprise. La deuxième chose importante, c'est les communautés, ce sont des espaces qui vont être composés de professionnels qui ont des compétences variées et surtout complémentaires. Il faut donc favoriser les interactions, les réactions grâce au social learning pour que chacun finalement puisse se nourrir du savoir des autres. Et le but là-dessus, ça va être de décentraliser vos processus de formation en impliquant vos experts internes grâce et via ces communautés d'apprentissage. Et le dernier point qui est très important pour avoir des communautés qui fonctionnent, c'est tenir compte des spécificités locales de vos différentes équipes. Par exemple, les équipes terrain, c'est souvent des choses qui sont très décentralisées. On peut aussi avoir des communautés en plusieurs langues. Il faut en tenir compte dans la définition des processus qu'on va mettre en place. Il peut également y avoir des spécificités locales, réglementaires, opérationnelles qui sont importantes dans l'élaboration et dans la mise en place de ces communautés d'apprentissage, de ces académies, comme on les appelle chez 360 Learning. J'aime beaucoup les communautés d'apprentissage. Ça, depuis très longtemps, c'est des choses que j'ai eu le plaisir de croiser. Et c'est indispensable. Hein. On n'a pas cité, entre guillemets, la loi des 70-30-10, voilà, qui montre que l'apprentissage repose beaucoup sur le on the job, et en particulier avec ses pairs, avec ses communautés apprenantes qu'il faut animer.
ce que je voudrais montrer là, c'est en complément, c'est comment Zest va vous aider à faire que ces communautés qui existent, qui sont parfois pas toujours faciles, on va dire, à animer, eh bien, comment justement des rituels de collaboration, de management vont aider à quelque part aiguiller, voire piloter cette utilisation de ce qui est vraiment important de l'apprentissage plus collaboratif, plus informel, on va dire, dans les échanges pour en fonction des besoins, on the flow, comme tu disais, faire des choses. Et ça passe par la nécessité d'avoir un plan d'action. Voilà, c'est tout bête. Un plan d'action, c'est OK, qu'est-ce que je fais qui va être important pour impacter mon objectif de développement de cette compétence? Et donc, c'est ces plans d'action collaboratifs qui doivent pouvoir utiliser des ressources mises à disposition, on va dire, classiquement, on va dire, mais aussi des initiatives très concrètes d'utiliser, par exemple, cette communauté, d'être acteur dans cette communauté, d'aller voir un tiers, d'avoir une mission, entre guillemets, un petit projet dans son équipe pour pouvoir stretcher cette compétence et la mettre en place. Et ça, ce travail collaboratif de décision d'implémentation, il est clé. C'est le journal de bord, c'est la feuille de route. Sans journal de bord, sans feuille de route un peu collaborative, eh bien, quelque part, on ne sait pas trop où on va, on ne dit pas où on va, et puis quelque part, on n'implique pas les acteurs complémentaires. Donc, c'est vraiment clé, et bien entendu, le manager va être un élément clé pour initialiser ça, mais ça peut être aussi la fonction RH. Un certain nombre de nos clients, par exemple, poussent des plans d'action type qui sont à personnaliser, bien entendu, mais ça évite de partir de la feuille blanche sur certaines compétences stratégiques, sur certaines fonctions. Ensuite, l'autre contribution à cette, on va dire, performance sur les 70 là, qui se comptent autant, c'est aussi de revenir sur le rôle du manager, non pas comme un contrôleur voilà, qui va contrôler que la performance, mais qui va s'intéresser au levier de performance et qui va s'intéresser à ça un peu dans la dynamique de ces entretiens. La tendance, c'est quand même d'avoir des entretiens plus courts et un petit peu plus fréquent qu'annuel, et d'avoir une posture, justement, quand on peut le faire avant la fin du championnat, donc avant la fin de l'année, eh bien, d'être en mode coach pour pouvoir dire, bon, OK, où est-ce que tu en es dans ton action? Donc, le prendre pour un adulte sur son développement, sur sa responsabilité par rapport au plan d'action collaboratif qu'on a évoqué, mais montrer que c'est important en parlant et en monitorant la progression. Et puis, l'autre point, c'est aussi de poser des questions ouvertes pendant ces entretiens sur comment je peux t'aider sur le développement des compétences. Parce que le manager, c'est un aiguilleur de ressources, d'idées, et même lui, c'est un sachant, souvent, qui peut en plus faire partie de ce plan d'action collaboratif. Donc, c'est là où on voit que le manager, dans l'exécution du développement, du plan de développement des compétences, pour les définir, pour les piloter, voire pour les réaliser, est un maillon essentiel. Et il faut mettre dans nos processus managériaux, et bien entendu, cette collaboration sur cette thématique de développement des compétences, ce qui donne aussi beaucoup de sens au rôle du manager, dont certains parfois se posent la question à quoi ça sert. Je pense que c'est évident, là c'est renforcé. On va passer à la troisième partie. On y va. Sur la troisième partie, donc le but ici, ça va être de comprendre comment mesurer l'impact de vos formations pour avoir une démarche d'amélioration continue. Et là-dessus, un élément extrêmement important qui est matérialisé par cette capture d'écran que vous voyez ici, c'est tirer le plein parti du collaboratif, donner la parole à vos apprenants, comme on le disait un peu auparavant dans cette présentation, pour pouvoir définir finalement quelles sont les formations qui méritent d'être améliorées. Bien sûr, tout ça teinté d'intelligence artificielle pour pouvoir définir de la manière la plus simple qui soit, sans que ça vous prenne un temps fou, les éléments de votre catalogue de formation, en l'occurrence, qui pourraient être améliorés. Comme vous voyez sur cette capture d'écran, c'est finalement une capture d'écran des dashboards de 360 Learning, où il y a plusieurs modules de formation que vous voyez apparaître, et un élément en vert que vous voyez sur la capture qui est le score de réaction. Le score de réaction, c'est très simple. Vos apprenants, sur chaque activité de formation dans l'outil, ils vont pouvoir laisser leur retour en un clic. Ce sont des émoticônes de réaction, j'aime, j'ai appris quelque chose, je n'ai pas compris, ou alors ce n'est pas à jour. Et nous, derrière 360 Learning, on va calculer automatiquement ces scores de réaction basés sur les retours de vos apprenants. Le but derrière, c'est que de votre point de vue d'équipe formation, vous puissiez en un coup d'œil identifier les contenus qui méritent d'être améliorés, soit parce que plus à jour, soit parce que moyennement bien expliqués et qui méritent d'avoir une petite repasse pour être bien plus compréhensible et impactante pour vos apprenants. Et lorsque vous avez un score de réaction
améliorables, si on peut dire ça de cette manière-là. On va également vous cibler quelles sont là ou les activités de formation qui méritent d'être améliorées pour arriver à quelque chose de bien plus pertinent et de bien plus intelligible pour vos apprenants. Donc le but, ça va être finalement de donner la parole à vos apprenants pour pouvoir réaliser finalement ces audits de catalogue qui prennent habituellement des semaines et des semaines si on doit les faire tout seul dans son silo d'équipe de formation. Là, c'est des choses qui sont faites en continu, de manière quasi automatisée pour que vous puissiez vous focaliser sur ce qui compte vraiment, à savoir améliorer vos contenus de formation pour qu'ils soient impactants, animer vos communautés d'apprentissage, vos académies et faire en sorte d'accompagner du mieux possible vos différents apprenants. C'est un exemple parmi plusieurs autres qui existent, mais que je pensais pertinent de vous partager ici. Exactement, et ce côté très social de la réaction est un élément clé d'une démarche d'amélioration de la performance de la formation basée sur l'écoute des apprenants. Et si on prend un peu effectivement un peu de recul 2 secondes sur cette problématique, puisqu'on est tous là pour vous aider à faire que les formations soient les plus impactantes possibles, pour faire de la rétention de collaborateurs, développer les carrières, et aussi vendre plus, vendre mieux, etc., produire plus et mieux. Et donc, ce qu'on sait, c'est qu'il faut mesurer pour améliorer. Et cette réaction qui rentre bien dans le modèle de Kirkpatrick, pour ceux qui connaissent effectivement dans la manière d'évaluer les différentes étapes d'apprentissage. Donc, il y a la réaction qui est souvent associée à la réaction à chaud, juste après la formation. Et puis, il y a les autres étapes, steps de ce modèle qui vont plus évaluer finalement l'impact et non pas juste la satisfaction, notamment dans les apprentissages, dans le changement des comportements et puis dans la performance qui peut être mesurable. Donc c'est ce dispositif qu'il faut, je pense, avoir en tête pour faire en sorte que ça alimente une amélioration qui va être pilotée par les formateurs qui sont opérationnels sur les formations qui sont délivrées, mais aussi, bien entendu, par le département des formations et, bien entendu, plus largement par l'organisation. Donc, mesurer la satisfaction, récolter les suggestions d'amélioration, et puis évaluer aussi l'impact hors de la formation. Ça, c'est le dispositif d'ensemble qu'il faut pouvoir améliorer. Et ZES contribue à ce dispositif, puisque notre métier, c'est l'écoute et le feedback dans les organisations complexes sur tous les sujets, onboarding et donc évaluation de la formation à chaud et à froid. Là, vous avez un exemple de dispositif qui peut être structurant sur de l'évaluation à chaud, à froid apprenant. Et on a rajouté, souvent comme bonne pratique, l'évaluation par le manager. Donc, bien entendu, cette évaluation de manager, elle va se faire en décalé dans le temps pour pouvoir faire en sorte qu'il mesure l'impact, la mise en œuvre très concrète de ces nouvelles formations. Chaque questionnaire, on va dire ça, peut avoir une durée différente en nombre de questions. L'idée n'est pas d'avoir des questionnaires de 60 questions, clairement. L'anonymat peut être une pratique à encourager pour faciliter la prise de parole, notamment vis-à-vis de l'apprenant, qui peut peut-être avoir un peu peur de le faire. Et puis peut-être avec le manager, l'anonymat n'est peut-être pas la meilleure façon, si vous voulez, en tant que département formation, engager un dialogue, justement, parce que c'est l'un de vos clients internes, clairement. Donc c'est aussi ça qui est à prendre en compte. La structuration, en fait, par rapport au modèle de Kirkpatrick, va évoluer, c'est-à-dire que plus on va vers le manager et l'évaluation à froid, plus on va évaluer les éléments d'impact concrètement, impact sur par exemple une formation, sur la satisfaction des clients, sur la sécurité dans l'atelier, etc. Donc tout ce qui pourrait être mesurable sera évalué. Nous, ce qu'on aime bien, par exemple, c'est à la fin de la formation, c'est de poser la question aux collaborateurs: est-ce que tu es confiant que ça va avoir un impact sur ta performance? C'est un peu un indicateur avancé d'impact qui est très intéressant à mesurer. Et puis, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est cette mise en place d'un dispositif d'écoute, d'amélioration continue de la performance de la formation. Eh bien, c'est mieux quand la plomberie suit et que c'est automatisé, ça tombe bien. C'est ce qu'on fait au travers de notre partenariat avec 360 Learning. C'est de pouvoir très simplement, de manière intégrée,
eh bien, synchroniser vos utilisateurs, votre organisation, bien entendu, mais aussi dans le cadre du cas d'usage de l'évaluation de la formation, eh bien, de pouvoir déclencher ces rituels d'écoute à chaud, à froid, apprenant, manager, eh bien, en fonction des formations que vous aurez identifiées comme étant sujettes à ça. C'est pas obligé de le faire partout et tout le temps, mais c'est intéressant de l'automatiser pour pouvoir avoir à J plus 30, à J plus 45, eh bien, ces dispositifs d'écoute que j'évoquais. L'enjeu ici, c'est bien sûr d'automatiser pour que vous ayez un temps, on va dire, qui ne soit pas de manière encore plus importante consommé, parce qu'il est rare. C'est du reporting en temps réel qui va vous être donné aussi, qui peut permettre de faire de la réaction rapide, mais aussi, ça vous dégage du temps pour faire de l'analyse, et notamment avec des croisements, voilà, puisque c'est vraiment un moteur qui est assez puissant d'analyse des données par rapport à notamment comparer les avis manager et manager. On l'a dit, hein, l'enjeu, c'est la satisfaction de vos clients internes. C'est notamment un Net Promoter Score, voilà, de pourcentage de recommandation des apprenants de cette formation comme étant importante et intéressante. Et puis aussi, et c'est la finalité, on va dire, in fine, c'est l'impact. Si c'est la mesure, par exemple, sur l'évolution, la mobilité interne, eh bien, ça doit pouvoir s'évaluer, et bien entendu sur de l'impact opérationnel en fonction des postes de chacun et des formations qui ont été tenues. Voilà. Et c'est vraiment cette démarche. On est, comme vous l'avez vu, je crois, il y a une vraie complémentarité. C'est un peu comme on partage le même ADN du collaboratif. Et là-dessus, 360 a été pionnier sur la notion de l'apprentissage collaboratif. Nous, on est heureux de rejoindre le wagon de la collaboration dans les entreprises avec le management collaboratif qui s'applique très, très bien à la formation et l'évaluation de la formation. Super, merci beaucoup David. Avant de passer à la partie questions-réponses, je voulais juste faire un tout petit laïus sur le L&D Collective, qui est notre communauté de L&D en France et à l'international. On a une communauté française qui est en train de bien grandir, donc n'hésitez pas à la rejoindre. C'est une communauté qui vous permettra d'échanger des bonnes pratiques avec vos pairs, également de rejoindre des meet-up, voilà, de vous poser des questions, de vous passer des recommandations. Il y a pas mal de canaux dessus. Donc, n'hésitez pas à scanner le QR code pour venir nous rejoindre et vous inscrire évidemment gratuitement. L'idée, c'est vraiment de partager vos retours d'expérience et bonnes pratiques entre responsables formation. Voilà, merci David et Mathieu. Je vous propose qu'on passe aux questions qui nous ont été posées. Donc, il est toujours temps évidemment de nous envoyer des questions. Je vais commencer peut-être par le début. Alors, on avait une question au sujet de la fréquence pour des échanges de développement de carrière. Donc, quelle serait la bonne fréquence pour des échanges de développement carrière? Je ne sais pas si... Alors, ça dépend. Ça dépend un peu des secteurs, enfin, voilà, et des métiers et des contraintes, hein, parce que quand on est par exemple manager et qu'on a 50 personnes dans un centre d'appel, par exemple, ou de 40 personnes, ou quand on a une équipe de 5-10 personnes, c'est pas la même, on va dire, niveau de service qu'on va pouvoir donner. Moi, je pense qu'il faut se poser la question aussi de notre capacité en tant qu'entreprise. Qu'est-ce qu'on fera de cette discussion? C'est-à-dire que faire un entretien de développement de carrière où il n'y a pas greffé dessus, connecté dessus, un processus de décision notamment collectif, des plans de carrière, des plans de formation, des plans d'augmentation de mobilité interne, c'est en gros créer des attentes qui ne seront pas répondues. Et c'est pour ça que nous, chez ES, pour illustrer, on a un entretien carrière tous les semestres et on a une people review tous les semestres qui est bien sûr connectée à ça. Si on avait une people review annuelle, on le ferait qu'une fois par an. Et peut-être pour rebondir sur ce que disait David également, il faut, je pense, aussi se poser la question de ce qu'est un échange de développement de carrière. Si on le voit du point de vue manager, effectivement, c'est très relatif en fonction des tailles des équipes et du temps qu'on peut y accorder. Mais on peut aussi imaginer ça dans une logique de mentoring, par exemple, avec un employé expérimenté qui va coacher quelqu'un de plus junior dans son poste. Et je pense que, comme disait David, tous les semestres, c'est une bonne fréquence. Mais on peut avoir quelque chose de plus continu également par ces logiques de mentoring, de tutorat, enfin, on peut l'appeler comme on veut finalement, mais qui est aussi hyper valorisant pour les deux, le coaché et le coach. Donc voilà, je pense qu'il y a aussi cet élément-là à prendre en considération.
Super, merci à tous les deux. Une autre question qui nous a été posée, comment peut-on mettre des garde-fous dans la remontée des besoins de formation? Peut-être que c'est une question pour toi, Mathieu. Oui, c'est une question qu'on a très souvent, qui est complètement légitime pour le coup, puisque c'est vrai que chez 360 Planning et la manière dont on l'a présenté ici, on prône en fait pour une ouverture totale et on continue des besoins de formation. Mais il y a une chose extrêmement importante là-dedans aussi, c'est que ce qu'on préconise, et on ne l'a pas dit là parce qu'on n'avait pas beaucoup de temps, mais c'est de le faire étape par étape. On parlait tout à l'heure de la remontée des besoins de formation via l'outil. Alors, on le fait, mais on n'est pas les seuls, hein. Il y a pas mal d'outils qui font ça. Nous, ce qu'on préconiserait plutôt, en fait, c'est d'y aller, enfin, d'avoir une montée en régime progressive. C'est-à-dire, par exemple, dans un premier temps, d'ouvrir cette remontée des besoins de formation uniquement aux managers des équipes, qui, eux, se feraient les porte-voix, si on peut dire ça comme ça, de leurs collaborateurs auprès des directions formation. Une fois qu'on est rodé à ce processus-là, qu'on a mis en place tous les processus pour optimiser la productivité et augmenter les réponses également, le but, ça va être de pouvoir derrière ouvrir à un certain nombre d'équipes dans une logique de pilote et d'y aller comme ça étape par étape jusqu'à arriver à ce qu'on appelle l'organisation apprenante, une ouverture totale et complète des besoins de formation qu'on pense être la bonne manière de fonctionner pour performer aujourd'hui, mais surtout pour continuer à innover et performer demain. Et il y a un autre point extrêmement important sur ces logiques-là, désolé David, je te laisse la parole après, c'est qu'on peut arbitrer également ces besoins de formation. Vous, en tant qu'équipe de formation, si vous voyez un besoin de formation qui n'a pas lieu d'être ou qui n'est pas forcément important ou utile, vous pouvez tout à fait l'archiver, le rejeter finalement. Et en fait, derrière, on va avoir par vase concomitant comme ça des apprenants qui vont partager uniquement des besoins de formation qu'ils jugent encore plus pertinents. Donc, je voulais juste rajouter que les rituels managériaux sont aussi là pour réguler quelque part cette remontée. Et dans le rituel managérial, vous pouvez dire, par exemple, c'est limité à un ou deux besoins de formation qui est possible de discuter avec son manager, proposé par le collaborateur. Il y a un filtrage par le manager qui fait un premier feedback et qui peut être aussi structuré, sur lequel vous pouvez définir des guidelines que le manager va reproduire, etc. Donc, il y a aussi un processus effectivement de remontée pour que ça soit... Je pense que le point, souvent, c'est... mais qu'est-ce qui va impacter le plus? C'est un peu cette question qu'il faut discuter aussi avec le collaborateur, plutôt de dire vaut mieux faire très bien une chose et puis en faire une autre après, qu'une fois qu'on l'a fini, que d'en faire une tartine pour le futur. Merci beaucoup, David. Une autre question qu'on a reçue, qui me semble assez intéressante aussi, après on y a peut-être un petit peu partiellement répondu. Quel KPI pour mesurer l'efficacité des plans de développement de compétences? Alors, moi, personnellement, j'en ai un qui est le plus facile à obtenir, parce que c'est pas, il y en a plein de possibles et ça dépend des secteurs d'activité, etc. Je pense que la question simple de dire est-ce que cette formation, ce développement de compétences a impacté ta performance et est-ce que c'est perçu par le manager, pour moi, ça fait la synthèse et c'est un peu la question passe-partout, c'est un peu la golden question, comme les Américains aiment le dire, parce que ça va prendre toutes les spécificités, si on est dans un centre d'appel, si on est dans un magasin, si on est consultant dans des équipes projet, etc. Donc voilà, pour moi, ça serait ça la golden question, c'est l'utilité de la formation par rapport à ta performance. Alors, si on est vraiment dans une formation carrière, ça pourra être par rapport à ta carrière ou ton employabilité aussi. Et pour compléter ça, je pense qu'on peut également rajouter une dimension un peu plus humaine en permettant aux collaborateurs de définir si, de son côté à lui, ça l'a aidé dans son développement professionnel, évidemment, mais d'avoir une dimension opérationnelle. Et je suis d'accord avec David, la bonne question, c'est est-ce que ça a eu un impact réel sur la performance, mais derrière aussi une question peut-être un peu plus large sur le plan humain. Est-ce que le modèle de formation t'a plu? Est-ce que tu t'es senti responsabilisé? Est-ce que c'est quelque chose qui te permet d'envisager plus sereinement ton avenir ou même ton présent au sein de la structure? Et pour moi, les KPI importants se trouvent quelque part entre ces deux logiques-là. Super, merci beaucoup à tous les deux. On va reprendre encore deux petites questions avant de conclure. Quels sont vos retours d'expérience de vos clients les plus parlants, justement, dans la mise en place de management ou d'apprentissage collaboratif? Allez, j'y vais. J'aime bien, chez Zest, on aime beaucoup les populations de terrain.
parce que c'est souvent celles qui sont les plus difficiles. Et pourtant, je ne vais pas dire que c'est le plus importante, mais je le pense quand même. Donc vous savez ce que je pense. Là-dessus, moi j'ai en tête notamment dans la santé, hein, donc dans différents types d'entreprises, type EHPAD, d'hôpitaux, où bien le fait de pousser des plans d'action collaboratifs préformatés, c'était une façon simple pour pas qu'il y ait la feuille blanche et très opérationnelle avec les actions de développement de compétences qui connectaient avec des ressources qui étaient disponibles, mais aussi des mises en situation parce que c'est des métiers très opérationnels et donc il faut que ce soit très très concret et les plans d'action de développement qui étaient chargés en masse et affectés eh bien, étaient très très opérationnels, très métiers et ça a créé une adoption, on va dire, par les managers d'abord et puis aussi par les collaborateurs. Très bon exemple. De notre côté, moi j'en ai peut-être deux. Un sur un gros acteur du secteur immobilier qui a mis en place en fait des plans de formation pour des accréditations. Bon, je ne sais pas si tout le monde est au clair avec ça, mais on a besoin d'une carte dans l'immobilier pour pouvoir exercer tout simplement. Avec la formation classique top-down très descendante, celle que l'on a présentée tout à l'heure, ils arrivaient à avoir à peine 50% de leurs collaborateurs qui ont accès à cette carte-là et qui peuvent justement exercer, ce qui, vous l'imaginez bien, pose des problèmes opérationnels et stratégiques très forts. Lorsqu'ils sont passés sur la partie plutôt apprentissage collaboratif, en fait, les apprenants se sont engagés sans s'en rendre compte et c'est réellement les termes qu'ils ont utilisés. Et on est passé à plus de 80% d'obtention de la carte immobilière, pas forcément parce que les formations étaient de meilleure qualité, c'était sensiblement le même contenu, mais parce que les personnes s'y plongeaient plus dedans, puisque justement c'était plus collaboratif, plus interactif. Et peut-être un deuxième exemple également, cette fois-ci plutôt dans le secteur de l'éducation, on accompagne pas mal d'écoles et de CFA, d'organismes de formation. Et là, l'exemple correspond à un groupement de CFA qu'on a accompagné il y a quelques temps, qui avait déjà un outil de formation, mais très descendant et très top-down, avec des retours assez moyens également, et du coup des obtentions de diplômes qui n'étaient pas toujours au rendez-vous, puisque une grosse partie de leur processus de formation se faisait en digital pour complémenter ce qui était fait en présentiel finalement. Lorsqu'ils sont passés sur 360 Learning, ils ont mis en place surtout de la formation mobile. Et là, on revient sur l'idée des populations de terrain qui sont, je suis d'accord avec toi David, extrêmement importantes dans une entreprise pour atteindre les bons objectifs. Mais surtout dans une logique pareille, très collaborative, très engageante finalement. Et on a eu un impact direct derrière sur les obtentions de diplômes pour ces étudiants-là. Donc c'est deux exemples en fait où on a des KPI, alors plutôt des résultats qui sont forts et parlants et qui méritent, je pense, d'être évoqués. Alors j'en rajouterai un parce que tu en as dit deux. Moi, j'ai en tête parce que souvent ce qu'on nous dit c'est les entretiens annuels c'est déjà difficile à faire, les entretiens pro on va pas multiplier les entretiens et je trouve par l'expérience qu'on a avec Célio, il y a des webinars sur lesquels il y a des témoignages, je pense qu'ils sont très concrets et très illustratifs pour vous inspirer. C'est dans les magasins de Célio, eh bien, tous les collaborateurs utilisent l'application mobile pour faire 2 entretiens par an, avec un vrai focus de la posture manager-coach, de la performance, mais aussi du développement de compétences. Donc c'est possible, y compris dans le retail où il y a les clients qui passent et il faut bien entendu être très performant. Merci beaucoup pour ce retour. Une dernière question pour terminer en beauté, parce que je vois que l'heure tourne. Comment introduire cette notion de collaboratif dans des organisations classiques, un peu plus à l'ancienne, entre guillemets? C'est une grosse question. C'est une grosse question parce que c'est la réalité. Nous, on vous dit que c'est magique, que c'est bien, et je pense que certainement vous êtes convaincus de l'intérêt. Et après, c'est comment vous faites le saut et le pas, ou faire le saut et le pas à votre organisation. Comme l'a évoqué tout à l'heure Mathieu faut pas hésiter à faire des pilotes ou être itératif sur l'ambition que vous allez donner fonctionnellement.
Et ça, c'est vraiment un premier élément. C'est cherchez pas la révolution peut-être maximale tout de suite, mais embarquez des champions, faites des premiers pas. Si vous avez des entretiens annuels, voyez comment vous pouvez moderniser les entretiens annuels en ne rajoutant pas peut-être tout de suite un deuxième entretien ou troisième entretien dans l'année, par exemple, mais instiller dedans une nouvelle expérience collaborateur par rapport à l'interaction et aussi des questions qui vont être un peu symboliques, exemplaires de ce que vous voulez mettre en place, voilà, sur les rituels managers. Et le deuxième élément que je voudrais vous donner en tant que conseil, il faut que ça soit utile. C'est pas fait pour faire beau. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un souci de l'utilité pour vos managers. Il faut qu'ils passent pas forcément beaucoup plus de temps, mais que ça soit beaucoup plus utile pour leur performance en tant qu'équipe, puisqu'ils en sont responsables. Et peut-être pour compléter ce que tu disais, David, je suis complètement aligné avec tous les points qui sont mentionnés là. Je pense aussi que dans cette logique, alors si je prends la chose de la lorgnette 360 learning et apprentissage, c'est effectivement un changement qui est important, qu'il faut anticiper. On a de notre côté pas mal d'équipes d'accompagnement et pas mal de bonnes pratiques à partager, puisque c'est ce qu'on fait en fait depuis une dizaine d'années, accompagner des entreprises dans cette logique de transition vers l'organisation apprenante. Et pour moi, un élément qui est clé, c'est d'avoir aussi des outils d'écoute qui permettent de récupérer les sentiments finalement de vos collaborateurs de manière continue ou pas. Ça sera à vous de le décider. Et c'est là que le partenariat entre 360 Learning et Zest prend tout son sens, puisque nous, on va avoir la technologie, alors je sors de la partie entretien annuel, etc., mais qui permet de former et de traduire finalement cette transition d'une manière très concrète avec des outils collaboratifs interactifs. Et Zest va venir ajouter cette brique d'écoute qui va permettre derrière de s'assurer que ce que vous faites et ce que vous proposez à vos collaborateurs est réellement ce dont ils ont besoin, et pourquoi pas aussi d'affiner d'ailleurs la manière dont vous avez mis en place les choses, ce qui, je pense, est très important, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle le Zest et 360 Learning travaillent aussi bien ensemble. Moi, j'aurais pas pu dire mieux. Merci Mathieu. Et juste pour échanger une pratique là-dessus, c'est vrai qu'on voit de plus en plus la pratique de l'enquête, on va dire offre formation vis-à-vis des managers, qui sont un peu on l'a vu, vos maillons clés, vos clients internes clés, pour voir bien sûr la pertinence du catalogue, la pertinence du process et l'impact que ça donne. Et c'est une vraie conversation, un monitoring quelque part des relais qui sont indispensables pour vous, qui sont les managers par rapport à vos offres et de formation. Et effectivement, on peut monitorer ça, et c'est souvent lié à de la transformation managériale un peu plus globalement. D'ailleurs, on le constate sur les postures manager-coach, comme on l'évoquait. Super, merci David, merci Mathieu pour ces retours d'expérience et ces témoignages très intéressants. Le webinaire forcément touche à sa fin. Merci à tous les participants pour votre présence, vos interactions et surtout pour vos questions. C'est un plaisir de pouvoir échanger avec vous. Comme je le disais tout à l'heure, n'hésitez pas si vous souhaitez poursuivre ce genre d'échange à nous rejoindre sur le L&D Collective en scannant le petit QR code qui s'affiche sur la slide. Voilà, c'était un plaisir. Merci beaucoup David et Mathieu. Et puis à très bientôt pour un prochain webinaire. Merci à tous les deux, merci à vous. Au revoir. À bientôt.